Le cours 2 détaille les principales barrières de l'immunité non spécifique, en décrivant d'abord les barrières permanentes et ensuite les principales barrières inductibles. Les barrières de l'immunité sont très nombreuses, à la fois vis-à-vis de l'extérieur, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, mais aussi dans les organes profonds. Elles sont actives très rapidement en réponse aux agressions et leur réaction est à peu près similaire, quelle que soit la nature de ces agressions. Le rôle de ces barrières est très important parce qu'elles limitent l'invasion tissulaire par les micro-organismes, les parasites et les fungi. Elles sont même capables de détruire certains micro-organismes sensibles et elles rejettent les corps étrangers. Les premières barrières sont les barrières permanentes. Alors, comme leur nom l'indique, elles fonctionnent en permanence sans qu'il y ait une stimulation préalable. Elles assurent en premier lieu le contrôle de la flore commensale et elles ont aussi le rôle d'une première ligne de défense contre les microbes. Donc on a des barrières au niveau de la peau, au niveau des muqueuses et des caractéristiques tissulaires qui sont défavorables aux bactéries, par exemple l'acidité ou le taux d'oxygène. Enfin, dans tous les tissus, on trouve des cellules phagocytaires qui sont capables d'ingérer et de détruire les particules. On va en parler un peu plus tard. En revanche, il est très important que ces barrières soient en bon état parce que leur altération forcément augmente la susceptibilité aux infections. Si on prend par exemple un air de mauvaise qualité qui contient des poussières ou de l'ammoniac, eh bien on aura des micro-lésions de l'épithélium qui vont augmenter la susceptibilité aux infections respiratoires. Les barrières non spécifiques inductibles, comme leur nom l'indique, se mettent en place lorsqu'il y a une agression, en fait parce qu'il y a une stimulation via les récepteurs aux signaux de danger. Alors c'est très important de bien comprendre comment ces barrières se mettent en place parce qu'elles sont à l'origine d'une grande partie des symptômes lors des infections. Ainsi, la fièvre, l'inflammation, les réactions tissulaires physiques sont les principales manifestations des infections. On va les détailler tout au long du cours, en particulier tous les mécanismes cellulaires. Ce que je peux décrire ici, c'est d'abord que chaque tissu possède des défenses propres et on aura donc des réactions locales de chacun des tissus. Par exemple, des réactions physiques liées à une activation nerveuse, à une stimulation des fibres nerveuses locales. Donc ça peut modifier la physiologie sécrétoire, ça peut modifier la motricité d'un organe, le principe étant d'évacuer l'agent agresseur. C'est le cas de l'éternuement, de la toux, des spasmes, des pleurs, du ptyalisme, du vomissement, de la diarrhée et du prurite. Donc vous voyez des mécanismes extrêmement nombreux. Par ailleurs, on a dans ce cas-là aussi une activation de barrières générales à cause de cytokines qui sont produites dans les tissus lésés et qui auront des effets généraux. Avant de décrire plus ces mécanismes, je voudrais aussi décrire la flore commensale qui a un rôle très important en contribuant aux équilibres microbiens au niveau de l'organisme. La flore commensale, vous l'avez vu en bactériologie, a des rôles très importants au niveau de la digestion, au niveau du maintien des épithéliums, mais elle contribue aussi à la protection contre les infections. Déjà, tout simplement par compétition entre micro-organismes, à partir du moment où la flore commensale est installée, de bonne qualité, eh bien, elle n'a pas vocation à laisser pénétrer d'autres agents dans cette flore. Ensuite, comme les agents de la flore commensale sont souvent apparentés aux agents pathogènes, eh bien, en fait, la réponse immune apprend déjà à reconnaître les antigènes de la flore commensale et sera donc plus susceptible de répondre efficacement vis-à-vis d'antigènes de même nature sur des microbes pathogènes. Avant encore de décrire les mécanismes inductibles, il faut parler du concept de cytokines qu'on va développer par ailleurs. Donc les cytokines sont toutes les protéines qui sont impliquées dans la communication des cellules immunocompétentes. Il y en a beaucoup, plus de 200, qui sont regroupées en familles, à la fois selon leur fonction et selon le type de cellules productrices. Elles peuvent agir sur la prolifération cellulaire, le métabolisme, la mobilité ou la différenciation. Quelques-unes ont aussi des effets cytotoxiques.
Alors cette communication est très efficace à très faible dose, donc c'est pas toujours très facile de doser ces cytokines. Cette communication, elle se fait entre cellules adjacentes, donc une communication paracrine, mais aussi une communication à distance, puisque les cytokines peuvent diffuser dans le sang. Donc la communication entre les cellules est très très régulée, puisqu'il y a à la fois une régulation de la production de cytokines, qui dépend déjà de l'état de stimulation des cellules, et aussi au niveau des cellules réceptrices, puisque pour que la cytokine agisse, il faut qu'il y ait un récepteur, dont l'expression aussi dépend de l'activité cellulaire. Alors, les mécanismes tels que la fièvre ou l'inflammation sont très importants dans ces mécanismes de défense inductibles. Vous les avez déjà vus en physiologie et on aura l'occasion de les redétailler. Alors, un des mécanismes mis en place au cours de l'immunité non spécifique est la phagocytose. Cette phagocytose est extrêmement efficace pour détruire les bactéries, mais aussi des petites cellules anormales ou des protozoaires ou des levures. Donc cette phagocytose permet donc de détruire les particules dans des vacuoles sans qu'il y ait donc trop de manifestations à l'extérieur des cellules. C'est un mécanisme très efficace qui concerne surtout les neutrophiles et les cellules du groupe des monocytes macrophages. Alors, on peut déjà dire que la phagocytose n'est pas toujours efficace parce que certaines bactéries et parasites sont capables de résister, par exemple avec des capsules qui rendent l'ingestion plus difficile ou carrément en produisant des leucotoxines qui détruisent les cellules censées les détruire. Et c'est dans ce cas-là qu'on aura la formation de pus qui correspond au débris des bactéries et des cellules sur le champ de bataille. Donc la phagocytose se déroule en plusieurs étapes. La première étape est la fixation de la cible par différents procédés qu'on décrira plus tard. Donc une fois la cible fixée, elle est ingérée dans une vacuole qui va fusionner avec des lysosomes qui contiennent donc des composés toxiques. Donc la destruction ou digestion de la cible se fait dans ce phagolysosome et les produits finis sont neutralisés. De ce fait, la cellule va éliminer des déchets qui ne sont pas nocifs pour l'organisme. Donc c'est un mécanisme très efficace qui fonctionne en permanence dans les tissus et on peut carrément qualifier ça de voirie tissulaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la phagocytose peut être considérablement amplifiée au cours d'une réponse immune efficace. Les anticorps, les cytokines vont contribuer à recruter les cellules phagocytaires et à augmenter leur capacité. Dans ces mécanismes inductibles, on trouve aussi les interférons. Vous avez déjà vu les interférons en virologie. C'est une famille de molécules dont le rôle, en effet, est essentiellement virostatique. Alors, en fait, il faut faire attention que les interférons sont une famille hétérogène dans laquelle il y a de nombreuses cytokines qui sont impliqués dans le contrôle de l'activité cellulaire. Et c'est à cause de ce contrôle de l'activité cellulaire que les interférons de type 1 ont un effet virostatique parce qu'ils bloquent le métabolisme pendant une courte période, ce qui empêche la réplication des agents intracellulaires, donc des virus. Alors le mécanisme se déroule de la façon suivante. Une cellule infectée va, au cours du mécanisme de réplication virale, produire en même temps de l'interféron. Cet interféron va être libéré et les cellules adjacentes, qui ont des récepteurs pour l'interféron, vont donc réagir et seront dans un état, si on peut dire, d'hibernation qui fera qu'elles seront moins sensibles à l'infection et à la réplication virale. Et c'est comme ça qu'on a une interférence virale. Alors cette interférence est très utile pour ralentir la propagation de l'infection, mais elle est transitoire parce que les cellules ne peuvent pas rester longtemps dans cet état. Donc c'est une réponse de première intention qui permet de ralentir donc l'infection le temps que la réponse immune spécifique se mette en route. Donc les interférons, comme je vous l'ai dit, font partie d'une famille hétérogène. Le premier groupe, le type 1, appartient vraiment à l'immunité non spécifique parce qu'il est produit par les cellules tissulaires. C'est le cas de l'interféron alpha et de l'interféron bêta, qui sont produits par les cellules tissulaires en réponse aux signaux de danger.
et qui vont agir sur quasiment toutes les cellules des tissus pour justement provoquer ce phénomène d'interférence virale. Il existe d'autres interférons, en particulier l'interféron gamma, qui lui n'est produit que lors de la réponse immune spécifique, puisque ce sont les lymphocytes T qui le produisent. Voilà pour ce cours.